Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de Frédéric Jamin, professeur à l'Institut Sainte-Marie de Seraing. Tutoriel que j'ai décidé de réaliser parce que mes élèves ont dû en réaliser eux-mêmes un pour le cours de français et que j'avais envie de vivre la même expérience qu'eux, de leur montrer que moi aussi je pouvais vivre cette expérience et réaliser ce genre de choses. Vous allez vite voir que c'est plus difficile que ça en a l'air puisque j'ai choisi de vous expliquer comment bien jouer aux échecs. Alors, après mûre réflexion, j'ai choisi le programme Chess Titan. Pourquoi? Parce que ce programme est gratuit sur la plupart des ordinateurs. Vous voyez ici. Hop. Donc, vous ne le voyez pas, mais voilà, maintenant vous le voyez. Quand on tape CHE, même CH certainement. Voilà, CH il apparaît. Si vous l'avez, vous le verrez apparaître directement. Autre raison, vous allez voir que ce programme est très pédagogique. D'abord, vous voyez les pièces en 3 dimensions. Très joli. Ensuite, je peux jouer pour les 2 joueurs à la fois. Donc vous allez voir l'écran tourner, ce qui est intéressant pour pas mal de choses. Je peux faire les coups des 2 joueurs. Enfin, dernière chose intéressante, quand je clique sur un bouton, hop, automatiquement, il me propose toutes les cases sur lesquelles je peux aller en bleu. C'est visible, c'est clair, ça m'aidera à bien vous expliquer les choses. Alors, pour être plus clair aussi, j'ai choisi de comparer le jeu d'échecs au jeu de dames, qui est dans la même gamme de jeux, c'est-à-dire un jeu de stratégie qui se joue à 1 contre 1 sur un plateau, avec des cases de différentes couleurs, avec des pions. Eh bien, en général, le jeu d'échecs est assez proche et on compare souvent l'un à l'autre. Et en plus, on commence souvent par jouer aux dames. Alors, les grandes différences. Premièrement, le damier se compose de 100 cases, 10 colonnes de 10 lignes. Alors que le jeu d'échecs, lui, se compose de 8 lignes, numérotées de 1 à 8, en commençant par les blancs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de lettres, donc de colonnes, qui elles sont lettrées, pas numérotées, de A à H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ça vous permet d'être sûr d'avoir bien mis les pièces, ce qui est important parce que si vous développez une petite stratégie et que tout d'un coup votre roi se retrouve en face de la dame adverse et pas en face du roi, la stratégie va tomber à l'eau. En plus, pour les professionnels qui notent leurs coups, il est intéressant de pouvoir savoir exactement représenter le jeu dans sa tête. Et pour bien représenter le jeu dans sa tête, il faut que les pièces soient mises au bon endroit dès le départ. Alors, 2 trucs à retenir, ce n'est pas compliqué. La case en bas à droite est toujours une case blanche. Donc si vous retournez l'échiquier, vous verrez tout à l'heure que pour les noirs, la case en bas à droite est aussi une case blanche, puisque ce qui est en haut à gauche pour mon adversaire est en bas à droite. Deuxième chose à retenir, la reine que je vais appeler la dame, à la fois parce que quand on note les coups aux échecs, on l'appelle D comme dame, parce que sinon on aurait la même lettre pour roi et pour reine, ça compliquerait un peu les choses. Et ensuite parce que ça m'arrange beaucoup de l'appeler dame, puisque lorsque je regarde si mon jeu est bien mis, la dame blanche sera toujours sur le D blanc, donc dame blanche, D blanc, c'est facile à retenir. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, dame blanche, D blanc. Et de l'autre côté, A, B, C, D, dame noire, D noire. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on sait qu'on ne compte pas comme ça A, B, C? Ben parce que tout est en rapport avec les blancs, je vous l'ai déjà dit. Il faut bien choisir une couleur, c'est comme ça, c'est les blancs qui commencent, et on s'organise par rapport aux blancs pour orienter le jeu d'échecs. C'est important qu'on mette les lettres dans le même ordre, sinon évidemment on ne saurait pas donner un nom aux cases. Si pour les noirs ici c'était E, donc A, B, C, D, E, et que là pour les blancs c'était D, A, B, C, D, cette case-ci s'appellerait-elle la case D4 ou E5? On ne saurait pas. Donc il est vraiment important, enfin de toute façon elle s'appellera 4 pour personne, sauf si on oriente les chiffres différemment aussi. Il est important d'avoir un code alphanumérique unique et clair. La dame blanche est sur le D blanc, la dame noire est sur le D noir, et en bas à droite nous avons une case blanche. Maintenant que nous avons bien placé nos pièces, les autres différences sur lesquelles je vais attirer votre attention est qu'aux dames, on doit manger toutes les pièces de l'adversaire. Aux échecs, pas. On peut très bien avoir perdu presque toutes ces pièces. Tant qu'on met le roi adverse échec et mat, donc on piège le roi adverse, on a gagné. Et enfin, dernière différence, vous allez le voir quand on déplacera notamment les pions, pour manger une pièce aux dames, on passe au-dessus d'elle. On la saute en quelque sorte. Tandis qu'aux échecs, pour manger une pièce, on se met à sa place, on se met sur la case. Sauf pour la prise en passant. Ça aussi, on le verra. Après, c'est un coup assez exceptionnel, la prise en passant. On peut jouer des années sans jamais l'utiliser. C'est pas... Alors, commençons donc par expliquer les différents pions, les déplacements des différentes pièces, et commençons par les pions. Le pion est la pièce la plus représentée dans le jeu d'échecs. Vous voyez, sur 16 cases, sur 16 pièces que nous avons, il y a 8 pions. La moitié de nos pièces sont des pions. Et c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la pièce la plus difficile à bien utiliser. Pourquoi ?
Parce que le pion est le seul à pouvoir aller à promotion, donc un peu comme quand on va à dame aux dames, aller sur la case du fond et se transformer en n'importe quelle autre pièce, sauf un pion et sauf le roi. Donc il peut devenir un fou, un cavalier, une tour ou plus généralement une dame, parce que c'est la pièce la plus forte. C'est aussi la seule pièce qui, à son premier coup, peut avancer d'une ou deux cases. Les autres pièces bougent toutes de la même façon que sur leur premier, leur deuxième ou leur troisième coup. Enfin, c'est une pièce qui a un coup un peu particulier avec la prise en passant que nous verrons. C'est aussi la seule pièce qui ne peut jamais reculer. Et enfin, c'est la seule pièce qui ne prend pas comme elle avance. Tout ce que je viens de vous dire est fort théorique. Pour le moment, c'est un peu abstrait. Vous ne devez pas comprendre grand-chose à ce que je vous explique, si du moins vous n'avez jamais joué aux échecs. Vous allez voir que quand on va expliquer ensemble, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. J'avance de 1 ou de 2. Je vais commencer par avancer de 2 parce que c'est la façon logique de démarrer une partie. Vous voyez ici que la case en bas à droite est une case blanche. J'avance de 2 aussi. Alors ici, j'ai le choix entre avancer de 1 et de 2. Pourquoi? Tout simplement parce que même si ce n'est pas mon premier coup, c'est le premier coup de ce pion-là. Donc, je peux l'avancer de 1 ou de 2. Je ne vais l'avancer que de 1. Voilà. Ici, j'avance de 2, même si j'ai encore le choix, pour vous montrer comment prendre un pion. Voilà, ici, vous voyez, je ne peux plus avancer de 2, parce que ce pion-là a déjà bougé. Je vais donc avancer ce pion-ci, qui ne peut toujours pas bouger. Pourquoi? Parce qu'on avance verticalement, mais ici, je suis bloqué. Je ne pourrai avancer que si je le prends, mais je ne peux pas prendre verticalement, parce que le pion prend en oblique. Vous voyez ici, le pion est en rouge, parce que je peux le manger. Voilà. Alors, dernière chose que je vais vous montrer avant la promotion, c'est la fameuse prise en passant. La prise en passant, si mon pion avance de 2 cases d'un coup, je ne permets pas au pion de le prendre en oblique. J'empêche le pion de prendre tout court. Je passe à côté de lui, il ne sait plus me prendre. Donc je refuse le duel. Eh bien, le coup qui suit, le pion blanc a le droit d'effectuer la prise en passant. C'est-à-dire de se mettre derrière moi exactement comme si je n'avais avancé que d'une case, et de prendre le pion quand même. Voilà, hop, le pion disparaît, vous voyez? Alors, petite démonstration, je ne peux le faire qu'au coup qui suit. C'est-à-dire que si je fais autre chose, au coup suivant, voilà, boum, si on prend le pion, voilà, eh bien on ne me propose plus de faire cette fameuse prise en passant. Je ne peux plus, c'est trop tard. Comme c'est trop tard, ben, je vais jouer un autre coup, je vais avancer ici par exemple, voilà. Alors, j'avance ce pion-ci de 2, puisque c'est la première fois qu'il bouge, il peut avancer de 2 cases. Et ici, je vais essayer d'aller à dame, donc à promotion, vous voyez, j'avance. Alors, pourquoi est-ce que le roi devient tout rouge? Tout simplement parce que mon pion peut, en oblique, prendre le roi. Et que les échecs, c'est un jeu de stratégie. Je ne peux pas prendre mon adversaire au piège parce qu'il est distrait. Donc il est allé boire un coca ou une eau plate, il revient, il n'a pas vu que j'avais avancé mon pion, et au coup suivant, je dis « Haha, je t'ai mangé ton roi, j'ai gagné ». Non, non, non. Je dois signaler à chaque fois que je le mets en échec, et lui doit pouvoir essayer de se sauver. Ici, la façon la plus logique de se sauver serait de manger le pion, et je vais avancer, parce que le but c'est que je vous montre après comment le pion va aller à dame. Si je le mange, il n'ira plus à dame. Voilà, je sauve mon roi. Alors ici, je peux aller à dame en mangeant le fou. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. On me demande de choisir la pièce que je veux. Voilà, je vais prendre une reine, c'est le plus logique. Voilà, je suis allé à dame. Je ne suis pas obligé d'y aller non plus. Hein. Je peux très bien rester là. Attendre que... Ah oui, c'était au blanc de jouer, pardon. Je bouge un autre pion. Voilà. J'attends que la dame s'en aille aussi. La dame s'en va. Et au coup suivant, je vais tout droit, je ne prends aucune pièce, je vais à dame quand même. Et je peux prendre une autre pièce qu'une reine. Je vais prendre un cavalier, par exemple. Ça me permet de ne pas remettre le roi en échec. Donc pour le pion, nous avons tout vu. Nous avons vu comment il peut se déplacer d'une ou deux cases la première fois qu'il joue, d'une seule case les autres fois, et comment il peut prendre en oblique. Nous avons même vu la prise en passant qui est plus rare, et nous avons vu la promotion. Passons maintenant au fou. Alors le fou ne se déplace qu'en diagonale. Il met d'autant de cases qu'il le souhaite, contrairement au pion.
Et lui, après s'être déplacé, pourra retourner en arrière. Voilà, d'autant de cases que je le veux. Hop. Et je peux retourner en arrière. Même si ce n'est pas très intelligent de faire des allers-retours. Alors vous remarquez que chez les blancs, il y a un fou qui est sur les cases blanches et un fou qui est sur les cases noires. Et qui lui ne peut aller nulle part parce que aucune pièce ne peut sauter au-dessus des autres pièces à part le cavalier. C'est pourquoi le pion en début de partie est tellement important, puisque à part le cavalier qui peut sauter au-dessus des pions, tous les autres, en début de partie, sont immobilisés. Même la dame, elle peut aller un petit peu sur le côté maintenant, mais parce que le pion a bougé, sinon elle était immobilisée. Donc, ce fou-ci est immobilisé. Autre chose à remarquer, il y a un fou blanc et un fou noir, même chez les blancs. Celui qu'on appellera le fou noir, le fou qui ne va que sur les cases noires. Celui qu'on appellera le fou blanc et le fou qui ne va que sur les cases blanches. Dernière chose, pour retenir le déplacement du fou, j'ai parlé de diagonale. On peut aussi parler du déplacement de la dame au jeu de dame. Encore une fois, il y a un lien. C'est la même chose. Et enfin, dernier petit truc mémotechnique, le fou fait le signe fois. Vous voyez, dans un calcul, le signe fois, c'est deux lignes diagonales qui se croisent. Et bien, c'est le déplacement du fou. On raconte toute la vie du fou quand on a le signe fois. Alors, donc, vous voyez que le fou prend une pièce en se mettant à sa place, exactement comme le pion. Voilà. Mais je ne vais pas le faire. Parce que justement, la pièce en question, la tour, c'est celle que je vais vous montrer juste après. Donc je vais bouger les pions pour que la tour ait un peu plus d'espace et je vais vous montrer les déplacements de la tour. Et la tour ici, elle peut aller verticalement et c'est tout. Mais au coup suivant, vous verrez qu'elle peut aller aussi se déplacer autrement. Cette tour-ci peut aussi ne se déplacer que verticalement, mais vous allez voir, pareil, qu'au tour suivant, elle pourra se déplacer autrement. Voilà. Donc horizontalement ou verticalement. En fait, la tour est le complément du fou. La tour, si le fou se déplace comme le signe fois, les deux lignes diagonales, la tour, elle se déplace comme le signe plus, c'est-à-dire la verticale et l'horizontale. Le truc mémotechnique aussi, c'est qu'un T majuscule, c'est une ligne verticale surmontée d'une ligne horizontale. C'est le mouvement fait par la tour. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous expliquer pour la tour, si ce n'est que si je la bouge ici, comme maintenant, après je ne pourrai plus rocker. Le rock, c'est un mouvement que je vous expliquerai après. Donc je vais plutôt bouger mon fou. Voilà, ici par exemple. Alors maintenant que nous avons vu les déplacements du pion, du fou et de la tour, nous allons voir le déplacement de la dame qui est très simple. Eh bien la dame, vous voyez, elle va en oblique. Tac, comme le fou, en oblique, avant et derrière, hein, comme le fou. Et elle va horizontalement. Et elle pourrait aussi se déplacer verticalement comme la tour, sauf qu'ici, verticalement, elle est bloquée, mais elle peut faire à la fois comme le fou et comme la tour. Je vais manger le cavalier qui n'a rien à faire là, voilà. Cette dame-ci, pareil, va en oblique. Elle peut mettre le roi en échec de très loin. Vous voyez, le roi est mis en échec. Hop, voilà. Tout le panel de possibilités de la dame. Donc c'est une pièce très intéressante puisque c'est à la fois un fou et une tour. C'est sans doute même la pièce la plus forte du jeu. Le roi se déplace exactement comme la dame, donc dans toutes les directions, hein, diagonale, horizontale, et pourrait se déplacer verticalement aussi si la dame ne le gênait pas, mais à trois différences près. Trois. La première, il ne peut jamais se mettre en échec volontairement. La deuxième, il ne peut se déplacer que d'une case à la fois. Et la troisième différence, il peut rocker une fois par partie. C'est-à-dire que si ni lui ni la tour, vous vous souvenez que je vous ai dit que la tour ne pouvait pas bouger, n'ont bougé, que ni lui ni la tour ne sont en échec, et que aucune des cases entre la tour et lui, en tout cas concernées par le roc, oui, c'est ces deux cases-ci qui sont concernées par le roc, ne sont menacées ni occupées par une pièce, le roi peut bouger de deux cases, glisser de deux cases d'un coup vers la tour, et la tour passera automatiquement derrière lui. C'est le seul cas où le roi peut bouger de plusieurs cases à la fois. Démonstration, petit roc. Voilà. Alors, je vais annuler mon coup pour que vous puissiez voir le grand roc. Donc le grand roc, c'est de ce côté-ci. Le roi va bouger de deux cases, il va être à la place du fou, et la tour va venir se mettre à côté. Mais pour faire ça, je dois bouger mon fou et mon cavalier. Donc, je vais vite. Voilà. Bouger mon fou et mon cavalier. Je bouge ce roi-ci. Lui ne pourra plus roquer, évidemment, puisqu'il a déjà bougé. Donc lui ne peut aller qu'à deux endroits. Pourquoi ne peut-il pas aller là? Tout simplement parce que toute cette colonne-là,
est menacé par la dame. Donc il ne peut se déplacer que... Ici, c'est pris par sa dame à lui, ici c'est pris par son fou, ici c'est pris par son cavalier. Donc il ne peut aller que sur 2 cases différentes. Alors je bouge vite mon fou. Ici je vais faire un autre coup d'attente. Vous voyez que je ne peux toujours pas aller là. Ici c'est à cause du fou qui me bloque le chemin. Voilà, je bouge les cavaliers, qui seront justement la prochaine pièce qu'on verra. Donc c'est intéressant que vous les voyez déjà se déplacer. Tout est pensé, analysé, vous n'imaginez pas. Alors maintenant, oui là je dois encore faire un coup d'attente. Bon, encore un cavalier, comme ça on est bien dans le mouvement, on voit bien les cavaliers, voilà. Maintenant, ça y est, je peux faire le grand roc. Vous voyez, donc le petit roc, le grand roc. Je vous rappelle que quand c'est 2 cases à côté du roi, c'est des coups un peu exceptionnels. Un peu comme la prise en passant. Donc, c'est des coups qui dépendent un peu des conditions du jeu. Si une de ces pièces-là avait été menacée, je ne pourrais pas le faire. D'ailleurs, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais jouer autre chose. Ah non, je vais bouger mon roi simplement d'un petit coup, comme ça. Je reviens avec mon cavalier. Voilà. Vous voyez, maintenant que mon roi a bougé, on ne me propose plus aucun roc. Pourquoi? Parce que le roi a bougé, forcément. Comme je vous l'ai dit, si le roi bouge, le roc, c'est foutu. Donc, je vais revenir en arrière, parce que moi, je vois bien que vous voyez le grand roc. Voilà. Ah, mais je ne peux quand même toujours pas le faire, parce que je vais vous montrer autre chose. Voilà, j'ai bougé juste une tour. Voilà. Oh, ça, c'est un mauvais coup, parce que je mets le roi en échec. Annulé. Bon, non, je vais le faire quand même, voilà. Vous allez voir que quand je mets le roi en échec, je ne peux plus roquer. Donc, le roi n'a pas encore bougé, la tour n'a pas bougé, mais le roi étant en échec, je ne peux pas roquer, je peux juste faire ça. Ce qui est très mauvais. Donc, je vais faire encore un autre coup. Non, vous allez me croire sur parole, sinon ça va être trop long, ça va être désagréable pour tout le monde. Je dois vous expliquer que si une de ces cases-là avait été menacée, même si le roi n'était pas en échec, je ne pouvais pas effectuer le grand roc. Ouais. Je vais voilà, vous montrer ici. Voilà. Hop. Ici, mon cavalier menace ces 2 cases-là. Je ne peux donc pas roquer pour le moment. Je reviens en arrière. Je joue un autre coup. Vous voyez, la dame peut aller très vite. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est la pièce la plus forte du jeu. Voilà. Et comme le cavalier n'attaque pas, non, celui-ci n'attaque pas de pièce entre le roi et la tour, ici je peux roquer et je vais le faire. Vient enfin le cavalier. Le cavalier est la pièce la plus forte. Pourquoi? Enfin non, pas la plus forte, mais la plus intéressante. Parce que c'est la seule pièce qui se déplace de cette façon. Il se déplace en L. Donc 2 et 1, 1 et 2, 2 et 1, ou alors 2 et 1 comme ça. Vous voyez, donc horizontalement et verticalement à la fois. Soit 2 horizontalement, puis 1 verticalement, soit 2 verticalement, puis 1 horizontalement. C'est son choix. Le cavalier peut aussi passer au-dessus des autres pièces. Ça, c'est toujours intéressant. Donc, par exemple, ce cavalier ici, cette case-là, normalement, est bouchée. Si je fais 2 et 1, je suis bouché par la dame. Si je fais 1 et 2, je suis bouché par mon propre pion et par un fou. Et bien, malgré tout, je peux accéder à cette case-ci. Le cavalier peut aller partout où il le veut. Voilà, donc c'est une pièce très intéressante. Je vais vous montrer quelques coups du cavalier. Donc avec ce cavalier-ci, je vais mettre le roi là en échec. Je vais faire un magnifique coup, tiens, ici. Le hasard qui me permet de faire ça, je ne vais pas me vanter, mais en venant ici en faisant 2 et 1, je vais à la fois attaquer la dame, ou la reine, 2 et 1, et à la fois attaquer le roi, 2 et 1. C'est ce qu'on appelle une fourchette royale. J'attaque les 2 pièces. Comme on ne peut pas manger mon cavalier d'un seul coup, enfin je ne crois pas, non, je ne peux pas sauver madame. Déplacement non autorisé. Pourquoi? Parce que le roi est en échec. Donc tant que je ne sauve pas mon roi, je ne peux rien faire. Donc je vais devoir sauver mon roi. Et évidemment, le cavalier va manger la reine. Et en plus remettre le roi en échec. Cerise sur le gâteau. Maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vite vous montrer comment mettre un roi échec et mat pour que vous puissiez voir une fin de partie
Alors, pour mettre un roi échec et mat, il faut l'attaquer de façon à ce qu'il ne puisse plus se sauver. Donc je commence par le mettre en échec tout court. Voilà. Alors, il va bêtement reculer ici. Ensuite, je vais amener ma tour. Ah bah non, même pas, j'en avais pas besoin. Oh, je suis un peu embêté par son fou. Donc, comme mon but c'est de le mettre vite échec et mat, je vais faire exprès de le faire jouer, mais comme une patate. Ça va me faire gagner du temps. Voilà, j'avance un pion. Lui, il va bêtement me prendre, ce qui est une grosse erreur, évidemment. Hein. Hop, je le prends avec ma tour. Le roi est donc menacé. Il est attaqué sur toute cette colonne-là. Il est attaqué sur toute cette colonne-là. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est utiliser une pièce pour se défendre et mettre cette pièce entre le roi et son adversaire direct. Voilà. Alors, je place madame ici. Il va jouer volontairement. Il pourrait jouer à bon coup, hein, mais je ne vais pas le faire, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est normalement il doit faire ça avec sa tour. La mettre ici pour pouvoir manger après. Bah, même pas, parce que le cavalier n'est pas tellement de bon coup à jouer là en fait. Il devrait se sauver rapidement, mettre son roi par ici. Mais bon. Là, il ne va pas le faire, il va faire un très mauvais coup. Voilà, il va venir ici sur le côté. Et au coup suivant, échec et mat. Pourquoi? Parce que madame étant juste en face du roi, bien, où qu'il aille, là je le prends en oblique, là je le prends verticalement, là je le prends en oblique, là je le prends horizontalement, là je le prends horizontalement. Donc où qu'il aille, je le mange, et si lui veut manger madame, ma tour le mangera. Voilà. Et personne ne peut manger madame à part le roi. Et comme le roi, s'il mange madame, se fait quand même manger directement, il a perdu. J'espère que ce tutoriel vous a permis de bien comprendre les bases des échecs, qu'il vous a permis d'y voir plus clair, qu'il vous donne envie d'essayer de jouer. Si vous avez la moindre question ou des commentaires positifs, constructifs à nous adresser, n'hésitez pas à écrire un petit message. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon amusement. À bientôt!